des livres, numéro 16. On est le 14 mai 2018. Et je vais rendre 5 livres. Il y en a un que je vais rendre et que je n'ai même pas ouvert. C'est un très gros roman qui m'a été conseillé par un ami et collègue. Jaume Cabré, je ne sais pas comment se prononce le prénom catalan, Confiteor, traduit chez Actes Sud par Edmond Rayard. Il paraît que c'est absolument magnifique, mais ça fait 700 pages et j'ai eu plein d'autres choses au cours du dernier mois. Je suis dans des monceaux de copies, je me suis beaucoup investi, enfin j'ai beaucoup lu The Confidence Man de Melville, j'ai passé pas mal de temps à ça, à plein d'autres choses, donc, et puis j'ai lu des livres qui se lisaient un peu plus vite, donc celui-là en fait je le réemprunterai, mais là je n'ai pas le temps pour le moment, je l'achèterai, je sais pas. Donc qu'est-ce que j'ai emprunté d'autre qui m'a pris moins de temps? Les poèmes de Leontia Flynn, toujours avec une traduction qui n'est toujours pas celle de Fanny Quément, mais on y viendra, parce que je n'ai pas fini d'en faire le tour. C'est une traduction de Bernard Leprêtre et Emmanuel Malherbe aux éditions Alidad. Et allez, je vais vous lire un poème uniquement en anglais, le poème George Orwell's Death de Leontia Flynn. The lamps are lit at 5:30 on Jura as the island sinks into shadowy isolation. George Orwell here has a vision of the future, a place as dark. He lights a cigarette, thinking. In every room, a kind of two-way screen whose language says one thing but means another, controls the people. Pap will divert the pearls. And chastened by news of far-off constant war. Each man must drag the cross of his own frame as Orwell, in hardship and illness, now drags his. One shouldn't perhaps smoke when suffering from TB. His work complete, he'll convalesce in Cranham, planning more books. One can't die with books to write, thinks Orwell to himself, and then he dies. George Orwell's Death, un sonnet de Leontia Flynn dans la petite plaquette écran de veille Screen Saver aux éditions Alidad. J'ai donné les noms des traducteurs, j'ai pas donné l'année, c'était en 2013. Autre livre que je vais rendre, un des derniers recueils de Christian Prigent, Chino aime le sport. Je me suis rendu compte en reparcourant un peu mes blogs et mon Facebook et tout ça, que j'avais lu Les Enfances Chino il y a déjà 5 ans, ça fait déjà 5 ans, Les Enfances Chino de Christian Prigent, ça m'a étonné, j'ai l'impression que c'est presque que c'était hier. Et donc Chino aime le sport, ce sont des poèmes sur le sport, sur la mémoire du sport, sur la mémoire des événements sportifs ou des grands sportifs vus à la télévision, mais comme toujours avec Christian Prigent, on va être quand même assez loin de Nelson Montfort. Je lis juste un poème qui est le premier d'une série de 4, je crois, 5, je me trompe. Non, en fait, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je confondais avec une autre série. Bon. Une série de 8 poèmes qui s'appelle Ferenc Puskás d'Est en Ouest. Dans les années 50, avant les lucarnes, technicolores, vociférantes, la carne, fouteuse, on se la caillait en VO noir, blanc, plus son sourdiné collé au coaltar de crachin sur cul ralémote. Aux vaches, pan, ou toc, aux taupinières le shoot, crache, le zi, quand même en joie, ton poumon. Souviens-toi, Chino, 60 années, après 20 kilos en plus, les crampons au clou cloués de gouttes, au déambulant du cogité, plus la rouscaille des merdes au pétro, Qatari Dollar, Fly Emirates, Coop, PSG, pub, Reban People, sur ton canapé. Réécoute, sur Radio Croncron, Coq, Coriquet, quand Cacaté, Sépia, les zéros en short épique aux unes, Ajax, Sichowski, Achille Wisniewski, Ulysse Ujlaki, Nestor Kopa, Djevski. Je n'en dis pas plus. Et les 2 autres livres que je vais rendre, je vais en parler plus longuement, c'est le récit de voyage en Australie de Bill Bryson. Bill Bryson, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans ses vidéos. C'est un livre qui date de 2000, donc ça appartient à la série des livres, des récits de voyage, des livres de voyage de Bill Bryson. Et puis il y a un petit livre de Martin Page que j'ai pris presque comme ça par hasard en fait, L'apiculture selon Samuel Beckett. Alors Down Under de Bill Bryson que j'ai lu en entier, ça se lit très bien, comme toujours avec Bill Bryson, c'est très bien écrit, c'est très drôle, c'est très fin.
il y a des vrais talents d'observation, et surtout, il y a une forme d'encyclopédisme, à savoir qu'à chaque fois, il se renseigne énormément, il lit énormément, on voit que sans paraître forcément y toucher, il fait beaucoup de recherches, en fait, en amont et pendant, et peut-être même après son retour de voyage. Et donc, c'est toujours très bien. Alors moi, il se trouve que comme passer du temps, beaucoup de temps en Australie fait partie de mes rêves, j'ai un peu l'espèce de fantasme qui, comme tous les fantasmes, ne se réalisera sans doute pas, de prendre une entière année sabbatique et de faire en fait tout le tour de l'Australie en voiture. Ça fait, alors évidemment, si on va vraiment, si on fait uniquement la grande nationale 1 qui fait tout le tour, c'est plus faisable. Mais si on commence vraiment à essayer de faire des détours, à aller sur les petites criques, à sortir des sentiers battus, ça peut faire facilement 20 à 25 000 km. Et donc évidemment, quand il n'est pas question de faire ça d'une traite, etc., mais au contraire de s'arrêter de visiter, ben, il faut une année. Voilà, donc ça, sans doute, ça fait partie des choses que je ne ferai sans doute jamais, mais alors du coup, à chaque fois que je lis un livre australien, un livre de l'Australie, particulièrement un récit de voyage qui rentre autant dans les détails de ce qu'est l'expérience de voyage en Australie, de ce qu'est le contexte culturel australien, évidemment, je suis un peu sur un autre monde. Alors je vais lire deux extraits, un extrait dans lequel alors Bill Bryson est américain, il a longtemps vécu en Angleterre, mais il est américain, et il prétend ne rien comprendre au cricket, et que le cricket est le sport le plus ennuyeux ou le moins sportif qui soit, et donc il se trouve que moi je suis très amateur de cricket, donc ça m'a beaucoup amusé. Il écoute en fait la radio, la seule radio qu'il a réussi à capter je crois que c'est quand il s'enfonce vers Alice Springs, donc quand il est dans l'outback, c'est une radio qui en fait retransmet un match de cricket, donc le commentaire radio du cricket. I had stumbled into the surreal and rewarding world of cricket on the radio. After years of patient study and with cricket that can be no other kind, I have decided that there is nothing wrong with the game that the introduction of golf carts wouldn't fix in a hurry. It is not true that the English invented cricket as a way of making all other human endeavours look interesting and lively. That was merely an unintended side effect. I don't wish to denigrate a sport that is enjoyed by millions, some of them awake and facing the right way. But it is an odd game. It is the only sport that incorporates meal breaks. It is the only sport that shares its name with an insect. It is the only sport in which spectators burn as many calories as players, more if they are moderately restless. It is the only competitive activity of any type, other than perhaps baking, in which you can dress in white from head to toe and be as clean at the end of the day as you were at the beginning. Imagine a form of baseball in which the pitcher, after each delivery, collects the ball from the catcher and walks slowly with it out to center field, and that there, after a minute's pause to collect himself, he turns and runs full tilt towards the pitcher's mound before hurling the ball at the ankles of a man who stands before him wearing a riding hat, heavy gloves of the sort used to handle radioactive isotopes, and a mattress strapped to each leg. Imagine, moreover, that if this batsman fails to hit the ball in a way that heartens him sufficiently to try to waddle 60 feet with mattresses strapped to his legs, he is under no formal compulsion to run. He may stand there all day, and as a rule does. If by some miracle he is coaxed into making a misstroke that leads to his being put out, all the fielders throw up their arms in triumph and have a hug. Then tea is called and everyone retires happily to a distant pavilion to fortify for the next siege. Now imagine all this going on for so long that by the time the match concludes, autumn has crept in and all your library books are overdue. There you have cricket. Alors c'est de très mauvaise foi et c'est très drôle. Et je me dis en fait peut-être que je ne vais pas le rendre tout de suite ce livre-là, parce que je vais peut-être essayer, après 3 mois d'abstinence, de silence, de relancer les traductions sans filer avec ça. Autre extrait, quand il est à Darwin, il a fait la route de Darwin à Alice Springs avec un ami en fait, et quand ils sont à Darwin en fait, il déteste en fait le service, il a des expériences hôtelières et de restauration absolument désastreuses de par ce qu'il raconte, or il ne dit pas ça du tout du reste de l'Australie. Et donc on a ce passage très drôle. In the morning, c'est le matin après la première nuit à Darwin dans l'hôtel. C'est un hôtel très cher où ils ont été très mal accueillis. In the morning, a new man was behind the front desk. And how did you enjoy your stay, sir? He asked smoothly. It was singularly execrable, I replied. Oh, excellent, he purred, taking my card. In fact, I would go so far as to say that the principal value of a stay in this establishment is that it is bound to make all subsequent service-related experiences seem in comparison refreshing.
He made a deeply attractive expression as if to say praise indeed, and presented my bill for signature. Well, we hope you'll come again. I would sooner have bowel surgery in the woods with a stick. His expression wavered, then held there for a long moment. Excellent, he said again, but without a great show of conviction. We went into town to look around. Darwin is in the steamy heart of the tropics, which to my mind imposes certain stylistic requirements. White buildings with verandas, louvered windows, potted palms, lazy ceiling fans, cool drinks in tall glasses presented by obsequious houseboys, men in white suits and Panama hats, ladies in floral print cotton dresses, a little mahjong to pass the sultry afternoons, Sydney, Green Street and Petalore in evidence somewhere looking hot and shifty. Il fait évidemment ici toute une parodie des clichés coloniaux. Anything that falls short of these simple ideals will always leave me disappointed, and Darwin failed in every respect. To be fair, the place has been knocked about a good deal. It was bombed repeatedly by the Japanese in the Second World War and then devastated by Cyclone Tracy in 1974. So much of it is necessarily new. Even so, there was almost nothing to suggest a particular climactic affiliation. We could have been in Wollongong or Bendigo or any other moderately prosperous provincial city. The one small local peculiarity was that there seemed to be no one about of professional demeanor. Nearly every person on the streets was bearded and tattooed and scuffed along with a wino shuffle, as if some very large mission had just turned everyone out for the day. Here and there, too, were scatterings of aborigines, shadowy and furtive, sitting quietly on the margins of sunny plazas as if in a waiting room. While Alan went off to get some money out of a bank machine, I drifted into the vicinity of 3 aboriginal people, 2 men and a woman, all staring at nothing. I gave them a nod and respectful good-day smile as I passed, but failed signally to establish eye contact. It was as if they were somewhere else, or I was transparent. Il parle beaucoup de cette transparence respective des aborigènes et des blancs en Australie, du fait que ce sont des communautés qui ne se voient pas en fait, et qu'il y a de très nombreux clichés ou de très nombreuses caricatures sur les aborigènes dans la société australienne. Il revient énormément là-dessus et il incite beaucoup sur son côté le fait que lui il a l'impression en tant qu'outsider, un peu en tant qu'américain, comme touriste, etc., d'être un des seuls à vraiment voir les aborigènes et à essayer d'être vu d'eux ou d'engager le regard, le dialogue de regard avec eux. Down Under de Bill Bryson, vivement conseillé si vous aimez les récits de voyage, puis surtout si vous aimez l'Australie. Et donc dernier livre, L'apiculture selon Samuel Beckett de Martin Page. Alors Martin Page, j'avoue que je ne le connais que via les vidéos de François Bon, je n'en avais jamais lu. Et il se trouve que ce livre-là était, je crois, sur un des présentoirs à l'ABU. Donc voilà, donc je l'ai pris, c'était l'occasion. Bon, je suis un grand, j'allais dire fanatique, je sais pas, admirateur, lecteur de Beckett. Bon, et forcément, je pense que ce livre n'est pas pour moi, justement, parce que je trouve ça dérivatif, un peu secondaire, un peu dérisoire, c'est très malin, c'est bien écrit, mais c'est de la fausse autobiographie, c'est évidemment un récit fictif sur un Samuel Beckett complètement imaginaire, complètement à l'opposé de ce que l'on sait habituellement de ce qu'était, de qui était Samuel Beckett. Donc voilà, c'est un narrateur qui est engagé par Samuel Beckett pour créer de fausses archives. Et en fait, ce narrateur découvre, qui est un étudiant en anthropologie, doctorant en anthropologie, découvre en fait, donc dans les années 80, que Beckett a installé des ruches sur le toit de son immeuble et qu'en fait il fait du miel, il fait des quantités, des kilos et des centaines de kilos de pots de miel, il s'habille de manière colorée, il s'habille dans des tenues exotiques, enfin bon voilà. Donc c'est un peu un récit, un peu comme ça, un peu à la surface, moi je trouve, qui cherche voilà, à prendre le contre-pied. Et je trouve ça assez vain en fait. Voilà, donc l'apiculture selon Samuel Beckett de Martin Page, ça m'a pas beaucoup convaincu. J'ai trouvé ça assez vain. Je vais lire un passage qui me semble assez représentatif du ton général du roman. Mais ça, comme ça, si moi j'ai tort et si vous trouvez qu'au contraire ça a l'air bien, vous pourrez le lire. Comme nous passions devant un monoprix, Beckett s'est arrêté. Il est entré dans le magasin. Je l'ai suivi, il a pris un chariot et a dit « Un supermarché, c'est plein de morts, mais c'est plus coloré et plus beau qu'un cimetière. Il faudrait coller de petites étiquettes sur les produits avec le nom des morts. » Il n'avait pas d'étiquette sous la main, alors il a sorti un stylo de sa poche. Il a écrit « Baudelaire » sur une conserve de ravioli, « Cortázar » sur une boîte de céréales, « Jean Duchat » sur une banane, « Durkheim » sur un lot de mouchoirs,
Maurice Leblanc sur un flacon de shampoing, Simone de Beauvoir sur une bouteille de lait, Saint-Saëns sur un melon, Man Ray sur un paquet de café. Je ne sais pas ce que Beckett voulait exprimer par là, peut-être était-ce une manière de réintégrer les morts dans notre quotidien. Voilà, alors ça explique un peu peut-être, ça va expliquer, ou je vais essayer d'expliquer, de mettre des mots sur mes frustrations vis-à-vis de ce texte. Je comprends bien le dispositif narratif, je comprends bien la volonté de faire un texte incongru, décalé, tout ça je pense le comprendre. Mais bon, je trouve cette manière de créer une sorte de Beckett situationniste, post-moderne, un peu de la société du divertissement. Voilà, je trouve que c'est... Bon, enfin, en tout cas, moi, ça ne serait pas ma façon à moi de rendre hommage, même en faisant même en choisissant un plan qui n'est pas un plan d'hommage ou un plan de déférence. Je pense que voilà, c'est pas très significatif de faire ça. Moi, je trouve ça un peu vain et un peu superficiel. Voilà donc les 5 livres que je rends. Confiteor que je n'ai pas lu, un recueil bilingue, une plaquette bilingue de Leon Tjaflin, un recueil récent de Christian Prigent, Chino aime le sport, Down Under de Bill Bryson et l'agriculture selon Samuel Beckett. Finalement, j'en ai lu 4 sur 5, c'est pas mal. J'ai pas lu tous les poèmes de Christian Prigent, enfin voilà. Bonne semaine.